Quelque chose est en train de changer, et je ne parle pas d'un changement mineur, d'un ajustement saisonnier ou d'une fluctuation que les économistes vont minimiser dans leur prochain rapport. Je parle d'un changement de fond, d'un de ces moments dans l'histoire économique mondiale où ceux qui regardent avec attention voient quelque chose que la majorité ne voit pas encore. Et c'est précisément ce dont nous allons parler aujourd'hui. Il y a quelques années, j'étais assis dans un bureau à Houston avec un groupe de dirigeants d'une grande compagnie pétrolière. Ces hommes et ces femmes avaient passé leur vie entière dans cette industrie. Ils connaissaient chaque détail technique, chaque fluctuation du baril, chaque accord géopolitique qui pouvait faire trembler les marchés. Et pourtant, ce qui m'a frappé ce jour-là, ce n'était pas leur expertise technique. C'était leur inquiétude. Une inquiétude tranquille, presque silencieuse, mais profondément réelle. L'un d'eux m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il m'a dit, Brian, dans cette industrie, nous avons toujours su comment gagner de l'argent. Ce que nous ne savons plus, c'est combien de temps ce modèle va tenir. Cette phrase résume tout ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Parce que le marché du pétrole n'est pas seulement une affaire de barils et de pipelines. C'est un miroir. C'est un miroir qui reflète la manière dont fonctionne l'économie mondiale, les dynamiques de pouvoir entre les nations, les habitudes de consommation de milliards d'êtres humains, et surtout, les décisions que prennent les individus face à l'incertitude. Et si tu comprends ce qui se passe sur ce marché en ce moment, tu comprends quelque chose de beaucoup plus profond sur la richesse, sur la mentalité et sur la façon dont les gens qui réussissent vraiment pensent différemment des autres. Alors installons-nous. Nous avons le temps. Et ce que je vais te partager aujourd'hui, ce n'est pas une leçon d'économie abstraite. C'est une conversation sur toi, sur tes décisions, sur ta façon de voir le monde qui change autour de toi, et sur ce que tu vas faire de tout ça. Commençons par un fait qui mérite qu'on s'y arrête. Le pétrole a dominé l'économie mondiale pendant plus d'un siècle. Depuis les premiers puits de Pennsylvanie dans les années 1850, depuis Rockefeller et Standard Oil, depuis la découverte des immenses réserves du Moyen-Orient, le pétrole a été le sang de la civilisation industrielle. Les guerres ont été menées pour lui. Des alliances ont été construites autour de lui. Des nations entières ont bâti leur prospérité sur lui. Et pendant des décennies, la règle était simple. Celui qui contrôle le pétrole contrôle le monde. Mais quelque chose a changé. Et ce changement ne s'est pas produit du jour au lendemain. Il s'est produit lentement, puis soudainement, comme dirait Hemingway en parlant de la faillite. Lentement, puis soudainement. Aujourd'hui, les grandes nations productrices regardent leurs réserves avec une ambivalence nouvelle. D'un côté, elles savent que chaque baril extrait représente de la richesse immédiate. De l'autre, elles commencent à comprendre que ces mêmes réserves pourraient devenir moins précieuses dans 20 ou 30 ans qu'elles ne le sont aujourd'hui. C'est ce que les économistes appellent le risque d'actifs échoués, des ressources qui perdent de la valeur avant même d'avoir été utilisées. Et voilà où ça devient intéressant pour toi et pour moi. Parce que cette dynamique, ce moment de transition où quelque chose de dominant commence à être remplacé par quelque chose de nouveau, ce n'est pas propre au pétrole. C'est une loi de l'économie. Et c'est une loi de la vie. Et les gens qui construisent des fortunes durables sont précisément ceux qui savent reconnaître ces moments de transition et qui agissent en conséquence, pendant que la majorité attend de voir ce qui va se passer. J'ai enseigné ces principes pendant plus de 40 ans. J'ai travaillé avec des milliers d'entrepreneurs, d'investisseurs, de dirigeants d'entreprises sur tous les continents. Et l'une des choses les plus constantes que j'ai observées, c'est ceci. Les gens qui échouent financièrement ne manquent généralement pas d'intelligence. Ils ne manquent pas non plus d'opportunités. Ce qui leur manque, c'est un cadre de pensée qui leur permet de voir les transitions avant qu'elles ne soient évidentes pour tout le monde. Alors, aujourd'hui, je veux te donner ce cadre. Pas seulement pour comprendre le marché du pétrole, mais pour comprendre comment penser face à tout changement économique majeur. Comment protéger ce que tu as construit. Comment identifier les nouvelles opportunités. Et comment développer le type de mentalité qui transforme l'incertitude en avantage. Parlons d'abord de ce qui se passe réellement sur le marché du pétrole, parce que c'est notre point de départ, notre cas d'école. En 2020, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Pour la première fois dans l'histoire moderne, le prix du pétrole brut américain, le West Texas Intermediate, est tombé en territoire négatif. Négatif. Les producteurs payaient les acheteurs pour prendre leur pétrole. Si tu avais dit ça à n'importe quel analyste de marché en 2010, il t'aurait regardé avec incrédulité. Et pourtant, ça s'est produit. Maintenant, certains diront
que c'était une anomalie liée à la pandémie. Et ils auraient partiellement raison. Mais les anomalies, dans mon expérience, ne créent pas de nouvelles réalités. Elles révèlent des réalités qui existaient déjà, mais que personne ne voulait regarder en face. La vérité, c'est que le marché du pétrole était déjà sous pression bien avant 2020. La révolution du schiste américain avait transformé les États-Unis d'importateurs nets en exportateurs majeurs. Les énergies renouvelables avaient commencé à mordre sur les parts de marché du pétrole dans la production d'électricité. Et surtout, la demande de pétrole dans les économies développées avait commencé à plafonner, voire à décliner dans certains secteurs. Mais voici ce qui est fascinant. Pendant que tout ça se produisait, la plupart des acteurs du marché continuaient à opérer comme si rien n'avait changé. Les grandes compagnies pétrolières continuaient à investir des milliards dans l'exploration de nouvelles réserves. Les pays de l'OPEP continuaient à baser leurs budgets nationaux sur des projections de prix optimistes. Et les investisseurs individuels continuaient à traiter les actions pétrolières comme une valeur refuge éternelle. C'est ce que j'appelle le biais de continuité, et c'est l'un des pièges mentaux les plus dangereux qui existent. Le biais de continuité, c'est cette tendance profondément humaine à croire que demain ressemblera à hier, que ce qui a fonctionné dans le passé continuera à fonctionner dans le futur, que les règles du jeu ne changeront pas fondamentalement pendant notre vie. Et dans des périodes de stabilité relative, ce biais est presque inoffensif. Mais dans des périodes de transition, il peut être dévastateur. J'ai un ami, appelons-le Michel, qui a fait une fortune considérable dans le secteur de l'allocassette. Dans les années 1990, il avait plusieurs magasins, une équipe efficace, une clientèle fidèle. Et quand Internet a commencé à émerger, quand les premiers services de streaming ont commencé à apparaître, Michel a regardé tout ça avec une certaine condescendance. Les gens veulent toucher les boîtes, voir les jaquettes, me disait-il. Ils ne vont pas regarder des films sur un petit écran d'ordinateur. Tu connais la suite de l'histoire. Pas parce que Michel était stupide. Il était brillant, mais parce qu'il avait succombé au biais de continuité. Il avait confondu ce qui avait été vrai avec ce qui allait rester vrai. Le marché du pétrole vit aujourd'hui quelque chose de similaire. Et la question n'est pas de savoir si la transition va se produire. Elle est déjà en cours. La question, c'est à quelle vitesse elle va s'accélérer et qui va être positionné correctement quand elle atteindra sa vitesse de croisière. Maintenant, voici quelque chose que je veux que tu comprennes profondément, parce que c'est peut-être la chose la plus importante que je vais dire aujourd'hui. La transition énergétique ne signifie pas la disparition du pétrole, du moins pas dans les prochaines décennies. Le pétrole va continuer à jouer un rôle crucial dans l'économie mondiale pendant longtemps encore. Il est utilisé non seulement comme carburant, mais comme matière première pour des milliers de produits, des plastiques aux médicaments en passant par les textiles synthétiques. La demande de pétrole dans les économies émergentes, en Asie du Sud-Est, en Afrique, en Amérique latine, continue de croître. Mais ce qui change, c'est la position du pétrole dans la hiérarchie des ressources stratégiques. Et ce changement de position a des implications profondes pour les investisseurs, pour les nations et pour quiconque réfléchit à la construction de richesses à long terme. Voici comment je vois les choses. Pendant le XXe siècle, le pétrole était ce que j'appelle une ressource de premier rang. Une ressource dont la possession conférait un avantage structurel, durable et quasi irrésistible. Les pays qui en avaient beaucoup étaient riches. Les pays qui n'en avaient pas dépendaient de ceux qui en avaient. Et les entreprises qui contrôlaient sa production, son raffinage et sa distribution étaient parmi les plus puissantes du monde. Au XXIe siècle, de nouvelles ressources de premier rang émergent. Les données, les technologies de l'intelligence artificielle, les minéraux critiques nécessaires aux batteries et aux technologies vertes, comme le lithium, le cobalt, le nickel, et surtout, le capital humain, la capacité à innover, à adapter et à créer de la valeur dans une économie en transformation rapide. Ce n'est pas une opinion, c'est une observation de ce qui se passe réellement dans les flux d'investissement mondiaux. Les capitaux se déplacent, lentement au début, puis de plus en plus vite. Et les individus, les entreprises et les nations qui comprennent cette dynamique et qui s'y adaptent seront ceux qui prospéreront dans les décennies à venir. Alors qu'est-ce que tout ça a à voir avec toi, assis devant ton écran en ce moment? Tout, absolument tout, parce que ce que nous observons sur le marché du pétrole est un exemple parfait d'un principe que j'enseigne depuis des décennies.
La richesse durable n'est jamais statique. Elle est toujours le résultat d'une capacité à voir les transitions avant qu'elles soient évidentes et à agir sur cette vision avec courage et discipline. Et cette capacité, elle ne vient pas du ciel. Elle ne dépend pas de ton niveau d'éducation, de ta famille, de l'endroit où tu es né. Elle dépend de ta mentalité, de la façon dont tu as entraîné ton esprit à percevoir le monde. Parlons de mentalité. Il y a une distinction que j'ai faite des milliers de fois dans mes séminaires et qui reste, à mon avis, la plus importante que l'on puisse faire en matière de finances personnelles et de construction de richesse. C'est la distinction entre la mentalité de consommateur et la mentalité d'investisseur. Le consommateur regarde le monde à travers le prisme du présent. Ce qui me donne du plaisir ou du confort maintenant. Ce qui résout mon problème immédiat. Ce qui satisfait mon désir du moment. L'investisseur regarde le monde à travers le prisme du futur. Ce qui va créer de la valeur dans 10 ans. Ce qui est sous-évalué aujourd'hui parce que les autres ne voient pas encore ce que je vois. Ce qui mérite que je sacrifie un confort présent pour un avantage futur. Ces deux façons de voir le monde ne sont pas simplement des préférences personnelles, elles ont des conséquences mesurables, concrètes et profondes sur la trajectoire financière d'une personne. Voici un exemple que j'utilise souvent. Deux hommes commencent leur carrière au même âge, avec le même salaire. Appelons-les Thomas et Pierre. Thomas est un consommateur naturel. Chaque fois qu'il reçoit une augmentation, il améliore son niveau de vie. Nouvelle voiture, appartement plus grand, vacances plus luxueuses. Il se dit qu'il mérite de profiter de son argent, qu'il travaille dur, qu'il a le droit de se faire plaisir. Et il n'a pas tort sur le fond. Mais à 50 ans, Thomas se retrouve avec un style de vie confortable et pratiquement aucun actif. Son niveau de vie dépend entièrement de son prochain chèque de salaire. Pierre, lui, a une approche différente, pas parce qu'il est avare ou qu'il se prive de tout plaisir, mais parce qu'il a appris très tôt un principe simple. Chaque euro qu'il reçoit doit être divisé. Une partie pour vivre aujourd'hui, une partie pour construire demain. Chaque augmentation, il en investit la moitié avant même de penser à la dépenser. À 50 ans, Pierre a un portefeuille d'actifs qui génère des revenus indépendamment de son travail. La différence entre Thomas et Pierre n'est pas une différence de talent ou d'intelligence. C'est une différence de programmation mentale. Et la bonne nouvelle, c'est que cette programmation peut être changée. À n'importe quel âge, à n'importe quel stade de ta vie. Mais revenons au pétrole, parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le marché du pétrole est en ce moment même un laboratoire parfait pour observer ces deux mentalités en action. D'un côté, tu as des nations, des entreprises et des investisseurs qui continuent à opérer avec la mentalité du consommateur appliquée aux ressources. Extraire le maximum possible maintenant. Maximiser les profits à court terme. Ignorer les signaux de changement parce qu'ils perturbent le confort du modèle actuel. De l'autre côté, tu as des acteurs qui opèrent avec la mentalité de l'investisseur. L'Arabie Saoudite, par exemple, avec son plan Vision 2030, essaie activement de diversifier son économie pour réduire sa dépendance aux revenus pétroliers. Pas parce que le pétrole va disparaître demain, mais parce que les dirigeants saoudiens ont compris que la fenêtre de diversification se ferme progressivement. Ils investissent dans le tourisme, dans la technologie, dans les industries créatives. Ils essaient de construire une économie qui pourra prospérer dans un monde post-pétrole. Est-ce que ça va réussir parfaitement ? Personne ne peut le dire avec certitude. Mais l'intention stratégique est claire, ne pas être pris au dépourvu par la transition. Et toi, dans ta propre vie, dans tes propres finances, as-tu une intention stratégique aussi claire ? C'est une question que je pose sérieusement, pas pour te juger, mais parce que dans mon expérience, la majorité des gens naviguent leur vie financière de manière réactive plutôt que proactive. Ils répondent aux circonstances plutôt que de les anticiper. Ils gèrent les urgences plutôt que de construire des remparts contre elles. Et dans une période de stabilité, cette approche réactive peut sembler fonctionner. Mais dans une période de transition, elle est profondément risquée. Parlons maintenant d'un autre aspect crucial de ce qui se passe sur le marché du pétrole, la géopolitique. L'une des choses les plus fascinantes que j'observe en ce moment, c'est la façon dont la transition énergétique est en train de redistribuer les cartes du pouvoir géopolitique mondial. Et cette redistribution a des implications directes pour l'économie, pour les marchés financiers, et donc pour tes investissements. Pendant des décennies, la géopolitique du pétrole était relativement simple. Les pays du Golfe produisaient. Les pays occidentaux consommaient.
L'OPEP contrôlait les prix, et les grandes compagnies pétrolières internationales servaient d'intermédiaires. Aujourd'hui, ce tableau est infiniment plus complexe. Les États-Unis sont devenus le plus grand producteur de pétrole du monde grâce à la révolution du schiste, ce qui a fondamentalement changé leur position géopolitique. Ils sont beaucoup moins dépendants du pétrole du Moyen-Orient qu'ils ne l'étaient il y a 20 ans. Et cette indépendance énergétique leur donne une liberté d'action diplomatique qu'ils n'avaient pas auparavant. La Russie, de son côté, dépend massivement des revenus pétroliers et gaziers pour financer son budget national. Et les sanctions économiques liées au conflit ukrainien ont mis en lumière la vulnérabilité d'un modèle économique aussi concentré sur une seule ressource. La Chine, quant à elle, joue un jeu à long terme fascinant. Elle est à la fois le plus grand importateur de pétrole du monde et le plus grand investisseur dans les énergies renouvelables. Elle comprend que sa dépendance aux importations pétrolières est une vulnérabilité stratégique, et elle investit massivement dans les technologies qui lui permettront de s'en affranchir progressivement. Et pendant ce temps, les pays producteurs de pétrole d'Afrique subsaharienne, du Nigeria à l'Angola, se retrouvent dans une position délicate. Ils ont découvert d'immenses réserves pétrolières au moment même où la valeur à long terme de ces réserves devient incertaine. Vont-ils pouvoir monétiser ces ressources avant que la fenêtre ne se ferme? Ou vont-ils se retrouver avec des actifs dont la valeur a été érodée par la transition énergétique? Ces dynamiques géopolitiques ne sont pas des abstractions académiques. Elles se traduisent directement en mouvements de prix, en volatilité des marchés, en opportunités et en risques, pour quiconque investit dans des actifs liés à l'énergie. Mais voici le principe que je veux que tu retires de tout ça. Dans un monde en transition, la diversification n'est pas une stratégie défensive. C'est une stratégie offensive. Je vais répéter ça parce que c'est important. Dans un monde en transition, la diversification n'est pas une stratégie défensive. C'est une stratégie offensive. La plupart des gens pensent à la diversification comme à une façon de se protéger contre les pertes. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, comme dit le proverbe. Et c'est vrai, la diversification protège. Mais dans une période de transition majeure, la diversification fait quelque chose de plus important encore. Elle te positionne pour capturer les gains de la nouvelle réalité, pendant que tu te protèges des pertes de l'ancienne. Pense à un investisseur qui, en 2010, avait un portefeuille entièrement concentré dans les actions pétrolières. Pendant quelques années, il a très bien fait. Mais s'il avait diversifié une partie de ce portefeuille vers les énergies renouvelables, vers les technologies de stockage d'énergie, vers les entreprises de véhicules électriques, il aurait non seulement protégé son capital face au déclin relatif du secteur pétrolier, mais il aurait aussi capturé une partie de la croissance extraordinaire de ces nouveaux secteurs. La diversification intelligente, ce n'est pas de disperser ton argent au hasard dans 1000 directions différentes. C'est d'identifier les grandes tendances de transition et de t'assurer que tu as une exposition à la fois à ce qui est en train de décliner lentement et à ce qui est en train de monter rapidement. Mais pour faire ça, il faut une chose que la plupart des gens n'ont pas développée: la capacité à penser en termes de décennies plutôt qu'en termes de trimestres. Et c'est là que nous touchons à quelque chose de fondamental sur la psychologie de la richesse. J'ai lu une étude fascinante. Il y a quelques années, des chercheurs avaient demandé à des centaines de personnes de différents niveaux de richesse quel était leur horizon de planification financière typique. Et les résultats étaient frappants. Les personnes à faible revenu planifiaient en moyenne sur 2 à 4 semaines, jusqu'au prochain chèque de paie. En gros, les personnes à revenu moyen planifiaient sur 6 à 18 mois, jusqu'à la prochaine grande dépense, la prochaine vacance, le prochain objectif à court terme. Les personnes très aisées planifiaient sur 10 à 25 ans. Et les vraiment riches, ceux qui construisaient des patrimoines générationnels, planifiaient sur des générations entières. Ce n'est pas une coïncidence. L'horizon temporel de ta pensée est directement corrélé à ta capacité à créer de la richesse durable. Parce que les grandes opportunités d'investissement, les vraies, celles qui transforment des situations ordinaires en situations extraordinaires, ont presque toujours une caractéristique commune. Elles sont évidentes en rétrospective, mais contre-intuitives au moment où elles se présentent. Quand Amazon a commencé à vendre des livres sur Internet en 1994, la majorité des investisseurs pensaient que c'était une idée intéressante, mais limitée. Qui va acheter des livres en ligne? Ceux qui ont eu la vision et la patience d'investir à ce moment-là et de tenir leur position pendant des décennies
ont vu leur investissement multiplié par des milliers. Quand les premières turbines éoliennes commerciales ont été installées dans les années 1980, elles étaient coûteuses, peu efficaces et largement considérées comme une curiosité technologique. Aujourd'hui, l'énergie éolienne est dans de nombreuses régions du monde la source d'électricité la moins chère disponible. Ces transitions ne se produisent pas du jour au lendemain. Elles prennent du temps, beaucoup de temps, et c'est précisément pourquoi la majorité des gens les manquent. Parce qu'ils n'ont pas la patience d'attendre que la vision se réalise. Parce qu'ils ont besoin de résultats immédiats pour se rassurer. Parce que leur horizon temporel est trop court pour voir ce que l'horizon temporel long révèle clairement. Le marché du pétrole nous offre aujourd'hui une opportunité rare de voir cette dynamique en temps réel. Nous sommes en plein milieu d'une transition énergétique historique. Et selon l'horizon temporel avec lequel tu regardes cette transition, tu vois soit une menace, soit une opportunité extraordinaire. Parlons maintenant de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, les habitudes financières. J'ai une conviction profonde, basée sur des décennies d'observation et d'enseignement. Les décisions financières importantes, les grandes décisions sur où investir, comment diversifier, quand prendre des risques et quand se retirer, ces décisions ne sont pas prises dans le vide. Elles sont le reflet de centaines de petites habitudes quotidiennes qui façonnent ta façon de penser l'argent. Et l'une des habitudes les plus importantes que j'ai observées chez les gens financièrement prospères, c'est l'habitude de l'éducation continue. Les gens qui construisent des patrimoines durables lisent constamment. Ils suivent les marchés, pas de manière obsessionnelle, mais de manière informée. Ils cherchent à comprendre les grandes tendances économiques. Ils s'entourent de personnes plus informées qu'eux sur des sujets spécifiques. Et surtout, ils restent intellectuellement humbles. Ils savent qu'ils ne savent pas tout, et cette conscience de leurs limites les rend paradoxalement plus efficaces dans leurs décisions. Voici quelque chose que j'ai observé dans mes séminaires. Quand je pose la question à un groupe de 200 personnes, combien d'entre vous ont lu un livre sur l'investissement ou l'économie au cours des 6 derniers mois? En général, moins de 20% des mains se lèvent. Et quand je demande combien ont regardé au moins 3 heures de contenu éducatif sur la finance personnelle au cours du même période, le chiffre est encore plus bas. Et pourtant, ces mêmes personnes me disent qu'elles veulent améliorer leur situation financière, qu'elles veulent construire de la richesse, qu'elles veulent prendre de meilleures décisions d'investissement. Il y a un écart fondamental entre ce que les gens veulent et ce qu'ils font pour l'obtenir. Et cet écart, c'est le premier obstacle à surmonter. Warren Buffett lit entre 500 et 1000 pages par jour. Il a maintenu cette habitude pendant des décennies. Quand on lui demande le secret de son succès, il pointe souvent vers sa bibliothèque. Chaque livre que j'ai lu m'a rendu un peu plus riche, dit-il, pas parce que chaque livre lui a donné une idée d'investissement directement applicable, mais parce que chaque livre a ajouté une couche supplémentaire à sa compréhension du monde, ce qui lui permet de voir des connexions que les autres ne voient pas. Et cette capacité à voir des connexions est exactement ce dont nous avons besoin pour naviguer dans un monde où le marché du pétrole se transforme, où les nouvelles technologies redistribuent les cartes économiques et où les anciennes certitudes s'effacent progressivement. Parlons maintenant d'un sujet qui est directement lié à tout ce que nous avons discuté jusqu'ici. La gestion du risque. L'une des erreurs les plus courantes que j'observe chez les investisseurs non professionnels, c'est une mauvaise compréhension de ce qu'est réellement le risque. Dans la mentalité populaire, le risque est associé à la perte. Prendre un risque, c'est s'exposer à la possibilité de perdre quelque chose. Et donc, pour beaucoup de gens, la stratégie naturelle est d'éviter le risque autant que possible. De garder leur argent dans des placements sûrs, des comptes d'épargne, des obligations d'État, des actifs considérés comme stables. Mais voici ce que cette approche ne prend pas en compte. L'inaction est elle-même un risque. Et souvent, un risque beaucoup plus grand que l'action. Quand tu gardes ton argent dans un compte d'épargne qui rapporte 1% d'intérêt annuel, dans un environnement d'inflation à 3 ou 4%, tu ne te protèges pas. Tu perds du pouvoir d'achat chaque année, de manière silencieuse et invisible, mais tout aussi réelle que si tu avais fait un mauvais investissement. La vraie gestion du risque n'est pas l'évitement du risque, c'est la compréhension et la gestion intelligente du risque. Et dans le contexte du marché du pétrole, en transition, cette distinction est particulièrement importante. Un investisseur qui avait un portefeuille concentré dans les grandes compagnies pétrolières, il y a 10 ans pensait probablement qu'il était dans une position sûre. Ces entreprises étaient grandes, établies, profitables. Elles versaient des dividendes réguliers.
Elle semblait solide comme le roc. Mais le risque de concentration, le risque d'être trop exposé à un seul secteur en transition, était réel. Et ceux qui ne l'ont pas vu, ou qui ont choisi de l'ignorer, ont payé le prix de cette cécité. La gestion intelligente du risque dans le contexte actuel implique plusieurs choses. Premièrement, comprendre que les secteurs en transition ne disparaissent pas du jour au lendemain. Le pétrole va continuer à générer des profits pendant des décennies, mais les profits seront plus volatiles, plus incertains et potentiellement déclinants sur le long terme, ce qui signifie qu'il peut toujours y avoir de la place pour une exposition modérée au secteur pétrolier, mais que cette exposition devrait être équilibrée par des positions dans les secteurs qui bénéficient de la transition. Deuxièmement, distinguer entre la volatilité à court terme et le risque structurel à long terme. Le prix du pétrole peut monter de 20% en quelques mois, comme nous l'avons vu après le début du conflit en Ukraine. Mais cette hausse à court terme ne change pas la tendance structurelle à long terme. Confondre les deux est une erreur fréquente et coûteuse. Troisièmement, reconnaître que le risque géopolitique est devenu plus complexe et plus imprévisible. Les conflits, les sanctions économiques, les accords et désaccords au sein de l'OPEP, les politiques énergétiques nationales, tous ces facteurs peuvent créer des fluctuations importantes à court terme. Et naviguer dans cette complexité requiert soit une expertise profonde, soit une approche suffisamment diversifiée pour ne pas être excessivement impacté par aucun de ces facteurs individuellement. Maintenant, j'aimerais te parler de quelque chose que j'appelle le principe de la valeur déplacée. Quand une ressource ou un secteur perd de son importance relative dans l'économie mondiale, la valeur ne disparaît pas. Elle se déplace. Elle migre vers de nouveaux secteurs, de nouvelles technologies, de nouvelles géographies. Nous l'avons vu avec le charbon. Quand le pétrole a commencé à supplanter le charbon comme principale source d'énergie au XXe siècle, la valeur n'a pas disparu. Elle s'est déplacée vers le pétrole, vers les compagnies pétrolières, vers les infrastructures de raffinage et de distribution. Et ceux qui ont vu ce déplacement à temps ont fait des fortunes extraordinaires. Aujourd'hui, nous observons un déplacement similaire. La valeur se déplace du pétrole vers plusieurs directions simultanément. Elle se déplace vers les technologies de stockage d'énergie, les batteries en particulier. La capacité à stocker l'énergie de manière efficace et économique est le verrou qui empêche les énergies renouvelables de dominer complètement le marché. Et les entreprises qui résolvent ce problème créent une valeur extraordinaire. Elles se déplacent vers les minéraux critiques. Le lithium, le cobalt, le nickel, le cuivre, le manganèse. Ces minéraux sont les nouveaux pétroles dans le sens où leur contrôle confère un avantage stratégique majeur. Et les nations qui les possèdent, l'Australie, le Chili, la République démocratique du Congo, l'Indonésie, se retrouvent dans une position de pouvoir qu'elles n'avaient pas auparavant. Elles se déplacent vers l'efficacité énergétique, les technologies qui permettent de faire plus avec moins d'énergie, les bâtiments intelligents, les réseaux électriques intelligents, les systèmes de gestion de l'énergie industrielle. Tout ce qui réduit la consommation énergétique par unité de production économique. Et elle se déplace vers l'hydrogène vert. Cette technologie est encore à ses débuts, mais elle représente potentiellement une solution aux problèmes d'énergie que ni les batteries ni les énergies renouvelables classiques ne peuvent résoudre seules, notamment pour l'industrie lourde et le transport maritime et aérien. Comprendre ces déplacements de valeur, c'est comprendre où se trouvent les opportunités des prochaines décennies. Et c'est ce type de compréhension qui distingue les investisseurs qui construisent des fortunes de ceux qui regardent les fortunes se construire sans y participer. Mais je veux être honnête avec toi sur quelque chose. Et c'est important. IDTV, les grandes tendances de transition est relativement accessible à quiconque est prêt à s'éduquer sérieusement. Mais transformer cette compréhension en décision d'investissement concrète et rentable est beaucoup plus difficile. Et la difficulté ne vient pas toujours de là où on l'attend. Elle vient souvent de nos propres émotions. J'ai vu des gens qui avaient une compréhension intellectuelle parfaitement claire d'une opportunité d'investissement, mais qui n'ont pas agi parce qu'ils avaient peur. Peur de se tromper, peur du jugement des autres, peur de perdre ce qu'ils avaient déjà. Et cette peur, parfaitement compréhensible sur le plan humain, leur a coûté des opportunités extraordinaires. J'ai vu d'autres personnes qui ont agi, mais qui ont paniqué à la première correction de marché et vendu leur position au pire moment possible. Elles avaient la bonne vision à long terme, mais elles n'avaient pas la discipline émotionnelle nécessaire pour tenir cette vision face à la volatilité à court terme.
Et j'ai vu des gens qui ont investi au bon moment dans les bons secteurs, mais qui ont ensuite été tellement euphoriques par leur premier succès qu'ils ont pris des risques excessifs, concentré leur position de manière irresponsable et finalement perdu une grande partie de ce qu'ils avaient gagné. Ces trois patterns, la paralysie par la peur, la vente panique et l'euphorie excessive, sont les trois ennemis principaux de l'investisseur individuel. Et ils ont tous une chose en commun. Ils sont émotionnels plutôt que rationnels. La maîtrise de ces émotions est, à mon avis, la compétence la plus importante et la moins enseignée dans le domaine de la finance personnelle. Comment développe-t-on cette maîtrise? D'abord, par la clarté de l'intention. Avant d'investir dans quoi que ce soit, tu dois être absolument clair sur pourquoi tu investis, sur quel horizon temporel, avec quel objectif précis et avec quelle tolérance au risque. Cette clarté préalable est ton ancre émotionnelle. Quand les marchés deviennent volatiles, quand les nouvelles sont mauvaises, quand tout le monde autour de toi panique, tu reviens à cette clarté initiale et tu te demandes, est-ce que les raisons fondamentales pour lesquelles j'ai investi ont changé? Si la réponse est non, tu tiens ta position. Ensuite, par la mise en place de règles et de systèmes, les meilleurs investisseurs ne prennent pas leurs décisions dans le feu de l'action. Ils établissent des règles à l'avance et ils les suivent. Ils décident à l'avance à quel prix ils vont vendre si un investissement tourne mal. Ils décident à l'avance quelle proportion maximale de leur portefeuille ils vont allouer à un secteur donné. Ces règles préétablies les protègent de leurs propres impulsions émotionnelles dans les moments de stress. Et enfin, par la pratique délibérée de la patience. La patience n'est pas passive, c'est une discipline active. C'est la capacité à rester engagé dans ta vision à long terme même quand le court terme est douloureux ou décevant. Et comme toute discipline, elle se développe avec la pratique. Permettons-nous maintenant d'aller un peu plus loin dans la compréhension de ce qui se passe sur le marché du pétrole, parce que je veux te donner une image complète. Un des éléments les plus fascinants de la situation actuelle, c'est la tension entre deux forces apparemment contradictoires. D'un côté, il y a une pression croissante pour réduire les investissements dans les nouvelles capacités de production pétrolière. Les grands fonds d'investissement institutionnels, sous la pression des critères ESG, environnement, social et gouvernance, réduisent leur exposition aux entreprises pétrolières. Les gouvernements imposent des réglementations de plus en plus strictes sur les émissions de carbone. Et les jeunes générations, qui vont hériter de la planète, expriment une opposition croissante aux énergies fossiles. De l'autre côté, la demande mondiale de pétrole reste robuste et continue de croître dans de nombreuses régions du monde. Les pays en développement ont besoin d'énergie pour alimenter leur croissance économique. Et les alternatives au pétrole, bien qu'elles progressent rapidement, ne sont pas encore en mesure de remplacer complètement le pétrole dans tous ses usages. Cette tension crée une situation paradoxale. Les investissements dans la production pétrolière diminuent, ce qui crée une pression à la hausse sur les prix à court et moyen terme. Mais la perspective de la transition énergétique à long terme crée une pression à la baisse sur la valeur à long terme des actifs pétroliers. Pour un investisseur qui pense sur des décennies, cette tension est une source d'opportunités complexes. Il peut y avoir de l'argent à gagner dans le secteur pétrolier à court terme, précisément parce que les investissements se réduisent et que les prix restent élevés. Mais il faut être conscient que cette opportunité à court terme existe dans un contexte de transition structurelle à long terme. C'est ce que j'appelle naviguer dans la complexité. Et c'est une compétence qui se développe. Voici une analogie qui m'aide à penser à ce genre de situation. Pense à une rivière qui change de cours. Pendant des siècles, la rivière a coulé dans une direction précise. Les villes ont été construites sur ses rives. Les ponts ont été construits pour la traverser. Toute une infrastructure a été développée autour de son cours actuel. Puis, pour des raisons géologiques ou climatiques, la rivière commence lentement à changer de cours. Ce processus prend des décennies. Pendant longtemps, la rivière coule encore dans son ancien lit, mais avec moins de force. Et progressivement, elle creuse un nouveau lit, une nouvelle direction. Pendant cette période de transition, les villes construites sur l'ancien cours de la rivière ne disparaissent pas immédiatement. Elles continuent à fonctionner, parfois même à prospérer, grâce à l'infrastructure existante. Mais les nouvelles opportunités, les nouvelles villes, les nouvelles infrastructures se développent le long du nouveau cours. L'investisseur sage ne fuit pas l'ancien cours en panique, mais il commence à construire des positions le long du nouveau cours, en sachant que c'est là que la valeur va se concentrer dans les décennies à venir. Le marché du pétrole est cette rivière en train de changer de cours.
Et la question n'est pas de savoir si le changement va se produire. Il est déjà en cours. La question c'est où tu veux être positionné quand le nouveau cours sera devenu évident pour tout le monde. Maintenant, j'aimerais te parler d'un concept que j'appelle le levier de la connaissance. Dans l'économie physique, le levier est un outil qui permet d'amplifier une force. Avec un levier suffisamment long et un point d'appui bien placé, tu peux déplacer des charges que tu ne pourrais jamais déplacer à main nue. Dans l'économie de la connaissance, l'information est le levier le plus puissant qui existe. Et dans un marché en transition comme le marché du pétrole, l'information asymétrique, le fait de savoir quelque chose que les autres ne savent pas encore, est la source de profits extraordinaires. Mais voici ce que je veux que tu comprennes sur l'information asymétrique dans les marchés financiers modernes. L'information brute est de plus en plus accessible à tout le monde. Les rapports annuels des entreprises, les statistiques de production pétrolière, les données sur les investissements dans les énergies renouvelables, les analyses géopolitiques, tout ça est disponible publiquement pour quiconque prend le temps de chercher. Ce qui crée l'asymétrie réelle aujourd'hui, ce n'est plus l'accès à l'information. C'est la capacité à interpréter l'information, à voir les connexions que les autres ne voient pas, à comprendre les implications à long terme de tendances qui semblent insignifiantes à court terme. Et cette capacité d'interprétation, elle se développe par l'éducation continue, par la réflexion profonde, par la discussion avec des personnes plus expérimentées et par l'accumulation d'expériences, y compris d'expériences d'échecs. J'ai un étudiant, un entrepreneur dans la quarantaine, qui m'a contacté il y a quelques années après avoir perdu une somme considérable dans un investissement pétrolier. Il était découragé, presque amer, et il m'a demandé si je pensais qu'il devrait se retirer complètement du secteur de l'énergie. Ma réponse l'a surpris. Je lui ai dit que sa perte était probablement la meilleure chose qui lui soit arrivée, à condition qu'il en tire les bonnes leçons. Parce qu'une perte vécue de l'intérieur, une perte que tu as ressentie émotionnellement et que tu as analysée intellectuellement, te donne une compréhension du risque que tu ne peux pas obtenir autrement. Elle calibre ton radar de manière que les succès ne peuvent pas faire. Aujourd'hui, cet étudiant est l'un des investisseurs en énergie les plus avisés que je connaisse. Pas parce qu'il a une boule de cristal, mais parce que son expérience douloureuse lui a appris à poser les bonnes questions avant d'investir, à identifier les risques cachés, à distinguer les opportunités réelles des opportunités apparentes. L'échec, bien géré et bien analysé, est l'un des meilleurs investissements que tu puisses faire dans ta propre éducation. Parlons maintenant d'un aspect du marché du pétrole qui reçoit moins d'attention qu'il ne le mérite, le rôle des nouvelles technologies dans la transformation du secteur lui-même. Parce que voici quelque chose de fascinant. Le secteur pétrolier n'est pas passif face à la transition énergétique. Il s'adapte, il innove, il cherche de nouvelles façons de rester pertinent dans un monde qui change. La capture et le stockage du carbone, par exemple, est une technologie sur laquelle les grandes compagnies pétrolières investissent massivement. L'idée est de capturer le CO2 émis par la combustion des hydrocarbures et de le stocker dans des formations géologiques souterraines, réduisant ainsi l'impact climatique du pétrole et du gaz. Si cette technologie atteint une maturité commerciale à grande échelle, elle pourrait prolonger significativement la pertinence des hydrocarbures dans le mix énergétique mondial. L'hydrogène bleu, produit à partir de gaz naturel avec capture du carbone, est une autre avenue explorée activement par le secteur. Il pourrait représenter une transition vers l'hydrogène vert, plus propre, mais actuellement plus coûteux à produire. Et les compagnies pétrolières elles-mêmes se transforment. Shell, BP, Total Energy, Equinor, toutes ces entreprises investissent de plus en plus dans les énergies renouvelables, dans les technologies d'efficacité énergétique, dans les services liés à la transition énergétique. Elles se repositionnent progressivement de compagnies pétrolières en compagnies énergétiques. Est-ce que cette transformation va réussir? Est-ce que ces entreprises vont réussir à naviguer la transition sans perdre leur position dominante? C'est une question ouverte. Et la réponse dépendra en grande partie de la vitesse de la transition, de la qualité de leur exécution stratégique et de facteurs géopolitiques et réglementaires que personne ne peut prédire avec certitude. Mais ce qui est certain, c'est que le secteur n'est pas statique. Il évolue. Et cette évolution crée des opportunités pour ceux qui la suivent de près. Voilà un principe que j'applique dans tous les domaines de ma vie. Les secteurs en transition sont des secteurs en effervescence créative. Et l'effervescence créative génère des opportunités que les secteurs stables ne peuvent pas offrir. Quand une industrie est en transition, les règles du jeu changent.
les avantages concurrentiels établis peuvent être remis en question. De nouveaux acteurs peuvent émerger de nulle part et défier les géants établis. Et des modèles d'affaires entièrement nouveaux peuvent créer de la valeur, là où personne n'en voyait auparavant. Tesla en est l'exemple le plus frappant dans le secteur de l'énergie et du transport. Il y a 20 ans, l'idée qu'une start-up californienne, fondée par un entrepreneur technologique, sans aucune expérience, dans l'automobile, allait devenir l'une des entreprises les plus valorisées au monde, en construisant des voitures électriques, aurait semblé absurde. Et pourtant, Tesla n'a pas seulement construit des voitures électriques. Elle a démontré que la transition énergétique était non seulement possible, mais désirable. Elle a forcé tous les constructeurs automobiles traditionnels à accélérer massivement leur programme de véhicules électriques. Et elle a créé une valeur boursière qui dépasse celle de la plupart des constructeurs automobiles traditionnels, combinés. C'est le pouvoir de la vision à long terme dans un secteur en transition. Maintenant, j'aimerais te parler de quelque chose de plus personnel. De la façon dont tout ce que nous avons discuté jusqu'ici se traduit en décisions concrètes dans ta vie. Parce que je sais que certains d'entre vous qui regardent cette vidéo ne sont pas des investisseurs professionnels. Vous êtes des gens ordinaires, des salariés, des entrepreneurs, des parents qui cherchent à comprendre ce qui se passe dans le monde et à prendre de meilleures décisions pour votre avenir financier. Et pour vous, le message le plus important que je puisse transmettre est celui-ci. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour commencer à agir intelligemment. Tu n'as pas besoin d'être un expert en géopolitique pétrolière ou en technologie des batteries pour tirer profit de la transition énergétique. Ce dont tu as besoin, c'est d'un cadre de pensée clair, d'une discipline financière solide et d'une volonté de continuer à apprendre. Voici les principes fondamentaux que j'applique et que j'enseigne depuis des décennies et qui sont particulièrement pertinents dans le contexte actuel. Premier principe, paie-toi en premier. Avant de payer tes factures, avant de dépenser pour tes loisirs, avant de faire quoi que ce soit d'autre avec ton revenu, mets de côté un pourcentage fixe pour l'investissement. 10% est un bon point de départ. 20% est mieux si tu peux y arriver. Ce principe semble simple, mais son application disciplinée sur des décennies crée des résultats extraordinaires. Deuxième principe, investis dans ce que tu comprends. Tu n'as pas besoin d'investir dans des instruments financiers complexes que tu ne comprends pas. Si tu comprends la transition énergétique et que tu veux y participer, commence par des fonds indiciels qui couvrent les énergies renouvelables ou les technologies vertes. Si tu comprends mieux l'immobilier, commence par là. L'important, c'est d'investir dans des domaines où tu peux développer une compréhension réelle au fil du temps. Troisième principe, diversifie intelligemment. Pas en dispersant ton argent dans 100 directions différentes, mais en t'assurant que tu n'es pas excessivement exposé à un seul secteur, une seule géographie ou un seul type d'actif. Dans le contexte actuel, cela signifie avoir une exposition à la fois au secteur établi qui continue à générer de la valeur et aux secteurs en émergence qui vont créer la valeur de demain. Quatrième principe, pense en décennies. Chaque décision d'investissement que tu prends, demande-toi, est-ce que je pense à cet investissement dans une perspective de 10, 20, 30 ans? Si tu ne peux pas répondre oui à cette question avec conviction, reconsidère ta décision. Cinquième principe, reste informé, mais ne réagis pas à chaque fluctuation. Suivre les marchés est important, mais réagir à chaque mouvement de marché est l'une des façons les plus sûres de détruire de la valeur. Les marchés fluctuent constamment pour des raisons à court terme qui n'ont souvent aucune pertinence pour tes objectifs à long terme. Sixième principe, cherche des conseillers qui pensent comme des fiduciaires. Un fiduciaire est quelqu'un qui est légalement et éthiquement obligé de mettre tes intérêts avant les siens. Dans le secteur financier, tout le monde n'opère pas selon ce principe. Certains conseillers financiers sont rémunérés par des commissions sur les produits qu'ils te vendent, ce qui crée des conflits d'intérêts potentiels. Cherche des conseillers qui sont payés pour leurs conseils, pas pour les produits qu'ils placent. Ces 6 principes ne sont pas nouveaux. Ils ne sont pas secrets. Mais leur application disciplinée et cohérente, sur le long terme, produit des résultats que la majorité des gens n'atteignent jamais, simplement parce qu'ils ne maintiennent pas la discipline suffisamment longtemps. Permettons-nous maintenant d'élargir encore notre perspective et de parler de quelque chose que j'appelle la grande convergence. Nous vivons à un moment extraordinaire dans l'histoire de l'humanité. Plusieurs transitions majeures se produisent simultanément. La transition énergétique, dont nous avons beaucoup parlé, la transition numérique, avec l'intelligence artificielle, le big data,
L'automatisation. La transition démographique, avec le vieillissement des populations dans les pays développés et la croissance explosive des populations jeunes dans les pays en développement. Et la transition géopolitique, avec le rééquilibrage du pouvoir mondial entre l'Occident et les économies émergentes, notamment la Chine et l'Inde. Ces transitions ne se produisent pas indépendamment les unes des autres. Elles interagissent, se renforcent mutuellement, créent des dynamiques complexes et souvent imprévisibles. Et le marché du pétrole est au centre de toutes ces transitions. La transition énergétique remet directement en question la valeur à long terme des réserves pétrolières. La transition numérique transforme les méthodes d'extraction pétrolière, la gestion des réseaux énergétiques et les habitudes de consommation d'énergie. La transition démographique influence la demande d'énergie, avec des populations vieillissantes qui consomment moins d'énergie et des populations jeunes qui en consomment de plus en plus. Et la transition géopolitique redessine les alliances et les rivalités autour des ressources énergétiques. Comprendre ces interactions, c'est comprendre pourquoi le marché du pétrole est si complexe à analyser et si difficile à prédire dans le détail, même si la direction générale de la transition est relativement claire. Et c'est aussi pourquoi la modestie intellectuelle est si importante dans ce domaine. J'ai rencontré des gens qui prétendent savoir exactement où va aller le prix du pétrole dans les prochaines années, qui ont des modèles sophistiqués, des analyses détaillées, des projections précises. Et parfois ils ont raison, mais même les meilleurs analystes de marché ont des taux d'erreur significatifs sur leurs prévisions à moyen et long terme. La vraie sagesse, dans ce contexte, ce n'est pas de prétendre pouvoir prédire l'avenir avec précision, c'est de construire une stratégie qui est robuste face à plusieurs scénarios possibles. Une stratégie qui fonctionne bien si la transition énergétique s'accélère, mais qui ne te détruit pas si elle prend plus de temps que prévu. Une stratégie qui capture les opportunités de la croissance à court terme du secteur pétrolier, mais qui te positionne aussi pour bénéficier de la croissance à long terme des énergies alternatives. C'est ce que les stratèges militaires appellent une stratégie tous azimuts. Pas une stratégie optimisée pour un seul scénario, mais une stratégie qui est suffisamment robuste pour survivre et prospérer dans plusieurs scénarios différents. Et pour construire ce type de stratégie, tu as besoin d'une chose que peu de gens prennent le temps de développer, une vision claire de tes propres objectifs, de ta propre tolérance au risque et de ton propre horizon temporel. Voici un exercice que je donne souvent à mes étudiants. Prends une feuille de papier et écris en haut. Dans 20 ans, je veux que ma situation financière ressemble à ceci. Puis décris cette situation en détail. Pas en termes vagues comme « je veux être riche » ou « je veux être à l'aise », en termes concrets et spécifiques. Quel revenu mensuel est-ce que je veux générer? Quel patrimoine est-ce que je veux avoir accumulé? Quelle proportion de ce patrimoine est-ce que je veux en actifs immobiliers, en actions, en liquidités, en autres investissements? Est-ce que je veux être complètement libre financièrement, ne plus dépendre d'un salaire? Ou est-ce que je veux simplement avoir un coussin financier confortable tout en continuant à travailler dans quelque chose que j'aime? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à ces questions. Ce qui compte, c'est d'avoir des réponses claires et spécifiques. Parce que ces réponses sont la boussole qui va guider toutes tes décisions financières. Et une fois que tu as cette vision claire, toute décision d'investissement, y compris les décisions liées à la transition énergétique, devient beaucoup plus facile à prendre. Tu n'as plus à te demander si telle ou telle opportunité est bonne en général. Tu peux te demander si elle est bonne pour toi, pour tes objectifs spécifiques, pour ton horizon temporel particulier, pour ta tolérance aux risques personnels. Permettons-nous maintenant de parler de quelque chose que j'observe avec une certaine tristesse dans le monde de l'investissement individuel. La fascination pour les solutions rapides. Les réseaux sociaux ont créé une culture où les gens cherchent des raccourcis vers la richesse. Des stratégies qui promettent des rendements extraordinaires en peu de temps. Des secrets que les riches ne veulent pas que tu connaisses. Des méthodes révolutionnaires pour multiplier ton argent rapidement. Et dans le contexte du marché du pétrole, cette fascination pour les solutions rapides est particulièrement dangereuse. J'ai vu des gens perdre des sommes importantes en spéculant sur les futurs pétroliers sans comprendre les mécanismes de ces instruments. J'ai vu des gens investir dans des petites compagnies pétrolières prometteuses qui se sont révélées être des fraudes ou simplement des entreprises mal gérées. J'ai vu des gens prendre des positions à effet de levier sur les prix du pétrole et se retrouver ruinés quand le marché a évolué contre eux.
La vérité inconfortable, c'est qu'il n'y a pas de raccourci vers la richesse durable. Il y a des accélérateurs. Il y a des stratégies plus efficaces que d'autres. Mais le fondement de toute richesse durable reste le même. De la discipline, de la patience, de l'éducation continue et une approche à long terme. Je dis souvent à mes étudiants, si quelqu'un te propose une opportunité d'investissement qui semble trop belle pour être vraie, c'est parce qu'elle l'est probablement. Les vraies opportunités d'investissement sont rarement spectaculaires dans leur présentation. Elles sont souvent banales, ennuyeuses même. Acheter régulièrement des fonds indiciels diversifiés et les garder pendant des décennies n'est pas excitant. Mais c'est l'une des stratégies les plus efficaces que la recherche financière ait jamais documentée. La richesse se construit lentement, régulièrement, avec discipline. Et les moments de grande opportunité, les moments de transition comme celui que nous vivons avec le marché de l'énergie, ne raccourcissent pas ce processus fondamental. Ils créent simplement des opportunités supplémentaires pour ceux qui ont déjà la discipline et la base financière nécessaire pour en profiter. Voilà pourquoi je reviens toujours à la mentalité et aux habitudes, parce que sans ces fondements, les meilleures opportunités du monde me servent à rien. Permettons-nous de parler maintenant d'une dimension de la transition énergétique qui est souvent négligée dans les discussions financières. Son impact sur les marchés émergents. Plus de 2 milliards de personnes dans le monde n'ont pas encore accès à une électricité fiable. Ces personnes vivent principalement en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud et en certaines parties de l'Amérique latine. Et elles représentent à la fois un défi humanitaire immense et une opportunité économique extraordinaire. La question de savoir comment ces populations vont accéder à l'énergie dans les prochaines décennies est l'une des plus importantes questions économiques et géopolitiques de notre temps. Et la réponse va avoir des implications profondes pour le marché du pétrole, pour les marchés des énergies renouvelables et pour l'économie mondiale dans son ensemble. 2 scénarios sont possibles. Dans le premier scénario, ces populations accèdent à l'énergie principalement via les combustibles fossiles, comme les populations des pays développés l'ont fait au XXe siècle. Ce scénario maintiendrait une demande forte pour le pétrole et le gaz pendant encore plusieurs décennies, ralentissant significativement la transition énergétique mondiale. Dans le second scénario, ces populations sautent directement aux énergies renouvelables, comme certains pays en développement ont sauté directement au téléphone mobile, sans passer par les lignes fixes. Ce scénario accélérerait la transition énergétique mondiale et réduirait la demande à long terme pour les combustibles fossiles. La réalité sera probablement quelque part entre ces deux extrêmes, avec des variations significatives selon les pays et les régions. Mais la direction générale semble pencher vers le second scénario pour une raison simple. Les énergies renouvelables deviennent de moins en moins chères, et dans de nombreuses régions du monde en développement, elles sont déjà moins chères que les alternatives fossiles. Ce qui est fascinant pour un investisseur à long terme, c'est que ce scénario crée des opportunités extraordinaires dans les marchés émergents. Les entreprises qui vont construire l'infrastructure énergétique renouvelable de l'Afrique, de l'Asie du Sud et de l'Amérique latine vont créer une valeur immense, et les investisseurs qui identifient ces entreprises tôt et qui ont la patience d'attendre que leur valeur se réalise pleinement pourraient réaliser des rendements extraordinaires. C'est le type de pensée à long terme que je veux encourager, pas la spéculation à court terme sur les prix du pétrole, mais la compréhension profonde des grandes tendances économiques mondiales et le positionnement stratégique pour bénéficier de ces tendances sur des décennies. Voici quelque chose que j'ai appris au fil des années en travaillant avec des investisseurs de tout niveau. Les gens qui construisent les plus grandes fortunes ne sont généralement pas ceux qui font les meilleurs choix d'investissement à court terme. Ce sont ceux qui ont la vision la plus claire des grandes tendances à long terme et qui ont la discipline de rester alignés avec cette vision même quand le court terme est difficile. George Soros a fait sa réputation en spéculant à court terme sur les devises, mais sa fortune durable, il l'a construite en ayant une vision à long terme de la façon dont les marchés fonctionnent et évoluent. Warren Buffett a fait sa réputation en identifiant des entreprises sous-évaluées. Mais sa fortune extraordinaire est le résultat de décennies de patience, de discipline et de cohérence dans l'application de sa philosophie d'investissement. Et les deux partagent une caractéristique commune, une curiosité intellectuelle insatiable, une volonté de continuer à apprendre et une humilité face à la complexité du monde. Ces qualités ne sont pas réservées au génie. Elles peuvent être cultivées par n'importe qui décide de les développer.
Maintenant, j'aimerais te parler d'une dernière chose avant de conclure. Et c'est quelque chose qui me tient profondément à cœur. La transition énergétique n'est pas seulement une opportunité financière. C'est un moment de responsabilité collective. Les décisions que nous prenons aujourd'hui, en tant qu'investisseurs, en tant que consommateurs, en tant que citoyens, vont façonner le monde que nous laisserons aux générations suivantes. Et je pense que les gens qui réfléchissent sérieusement à leur avenir financier ont aussi une responsabilité de réfléchir à l'impact de leurs décisions sur le monde plus large. Ce n'est pas une position idéologique, c'est une position pragmatique. Les entreprises qui opèrent de manière durable, qui réduisent leur empreinte environnementale, qui traitent leurs employés et leur communauté avec respect, ces entreprises ont tendance à être plus résilientes à long terme. Elles attirent les meilleurs talents. Elles maintiennent la confiance de leurs clients. Elles évitent les risques réglementaires et réputationnels qui peuvent détruire de la valeur rapidement. Et les investisseurs qui intègrent ces considérations dans leurs décisions ne sacrifient pas leur rendement financier. Selon de nombreuses études, ils le renforcent, particulièrement sur le long terme. Alors quand tu penses à comment te positionner face à la transition énergétique, je t'encourage à ne pas séparer la question financière de la question éthique. Les deux sont liés, et les décisions qui sont bonnes pour le monde à long terme ont tendance à être bonnes pour ton portefeuille à long terme aussi. Voilà une convergence que j'apprécie profondément. Alors, qu'est-ce que nous avons exploré ensemble aujourd'hui? Nous avons commencé par observer que quelque chose est en train de changer fondamentalement sur le marché du pétrole. Pas un changement cosmétique, mais un changement structurel, une transition de fond qui va redéfinir les équilibres économiques et géopolitiques mondiaux dans les décennies à venir. Nous avons vu que cette transition est un exemple parfait d'une loi économique universelle. La valeur se déplace, elle ne disparaît pas. Et ceux qui comprennent où elle se déplace et qui se positionnent en conséquence créent des fortunes, pendant que ceux qui restent accrochés à l'ancienne réalité voient leur position s'éroder. Nous avons parlé de la distinction fondamentale entre la mentalité de consommateur et la mentalité d'investisseur, et de la façon dont cette distinction se traduit concrètement dans les habitudes financières quotidiennes. Nous avons exploré le biais de continuité, cette tendance dangereuse à croire que demain ressemblera à hier, et comment le surmonter par l'éducation continue et la pensée à long terme. Nous avons discuté de la gestion intelligente du risque et de la distinction cruciale entre la volatilité à court terme et le risque structurel à long terme. Nous avons parlé du principe de la valeur déplacée et des nouvelles ressources stratégiques qui émergent, des batteries aux minéraux critiques, en passant par les données et le capital humain. Nous avons exploré la psychologie de l'investisseur, les 3 ennemis principaux de l'investisseur individuel, la paralysie par la peur, la vente panique et l'euphorie excessive, et les outils pour les surmonter. Nous avons discuté de la grande convergence, ce moment extraordinaire où plusieurs transitions majeures se produisent simultanément et créent une complexité, mais aussi des opportunités sans précédent. Et nous avons conclu en parlant de la responsabilité collective que nous avons, en tant qu'investisseurs et citoyens, de faire des choix qui sont bons non seulement pour notre portefeuille, mais pour le monde, que nous allons laisser à ceux qui viennent après nous. Ce sont des idées puissantes, mais les idées seules ne changent rien. C'est l'action qui change les choses. Alors voici ce que je te demande de faire après cette conversation. Premièrement, réfléchis à ta propre situation financière avec honnêteté. As-tu une stratégie d'investissement cohérente avec ses objectifs? Es-tu suffisamment diversifié pour naviguer dans un monde en transition? Deuxièmement, commence à t'éduquer sérieusement sur la transition énergétique, pas pour devenir un expert technique, mais pour comprendre les grandes tendances et leurs implications économiques. Lis des livres, suis des sources d'informations fiables, parle à des gens qui sont plus proches de ces sujets que toi. Troisièmement, remets en question tes hypothèses actuelles. Quelles sont les choses que tu tiens pour acquises dans ta vie financière? Quels sont les secteurs ou les actifs que tu considères comme sûrs parce qu'ils l'ont toujours été? Es-tu sûr que ces hypothèses sont encore valides dans un monde en transition rapide? Quatrièmement, développe ta discipline émotionnelle. La prochaine fois que les marchés seront volatiles, que les nouvelles seront mauvaises, que tout le monde autour de toi paniquera, rappelle-toi de revenir à ta vision à long terme et de te demander si les fondamentaux ont changé. Si la réponse est non, tiens ta position. Et cinquièmement, agis, pas de manière impulsive ou précipitée, mais avec la conviction que chaque jour que tu passes sans construire ta base financière est un jour de moins
pour profiter de la puissance des intérêts composés et des tendances à long terme. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, dont l'attribution est incertaine, mais dont la sagesse est indéniable. Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Tu ne peux pas revenir en arrière et investir dans les énergies renouvelables quand elles étaient encore à leur début. Tu ne peux pas revenir en arrière et diversifier ton portefeuille avant la dernière grande crise. Tu ne peux pas revenir en arrière et prendre les décisions que tu aurais dû prendre il y a 10 ans. Mais tu peux prendre les bonnes décisions maintenant. Tu peux commencer à construire la mentalité, les habitudes et la stratégie qui vont te permettre de prospérer dans les décennies à venir. Dans un monde en transition rapide, dans un monde où le marché du pétrole n'est qu'un exemple parmi d'autres de la façon dont les certitudes d'hier deviennent les incertitudes de demain. Le monde change. Il a toujours changé. Et les gens qui prospèrent ne sont pas ceux qui résistent au changement ou qui l'ignorent. Ce sont ceux qui le comprennent, qui s'y adaptent et qui trouvent dans chaque transition une nouvelle opportunité de créer de la valeur. Tu as maintenant les outils pour faire partie de ces gens-là. La question, comme toujours, c'est ce que tu vas en faire. Merci d'avoir passé ce temps avec moi aujourd'hui. Cette conversation n'est pas une fin. C'est un début. Le début d'une réflexion plus profonde sur ta relation avec l'argent, avec l'investissement, avec le changement. Et j'espère sincèrement que ce que nous avons exploré ensemble va continuer à résonner dans tes pensées et à influencer tes décisions dans les jours, les semaines et les années qui viennent. Parce que c'est ça, en fin de compte, l'objectif de toute éducation financière digne de ce nom. Pas de te donner des réponses toutes faites, mais de t'aider à développer le cadre de pensée qui te permet de trouver tes propres réponses, adaptées à ta situation unique, à tes objectifs particuliers, à ta vision personnelle de ce que tu veux construire dans cette vie. Et cette vision, elle n'appartient qu'à toi.